journal. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information. Durant 4 jours, la capitale économique a été plongée dans la fièvre du Kibdo Africa Film Festival, un festival de films africains importé de Colombie à Pointe-Noire pour sa 3e édition, en vue de mettre en lumière le cinéma africain et ses diasporas. Projection de films, conférences, débats, voilà qui a meublé ce festival qui s'est achevé par un dîner-gala dans un restaurant de la place au cours de laquelle plusieurs prix ont été décernés aux cinéastes qui se sont illustrés dans différentes catégories. Le compte rendu dans ce reportage. Suivez. C'est par les notes musicales et la voix mélodieuse et envoûtante de la chanteuse congolaise Cilia Jules que la soirée de gala marquant la clôture de la 3e édition du Kibdo Africa Film Festival a débuté. Une soirée de gala qui a rassemblé du beau monde allant des cinéastes congolais et étrangers, acteurs, artistes, musiciens, hommes d'affaires et bien d'autres. 5 prix ont été décernés dans 5 catégories, à savoir le prix du meilleur directeur de photographie attribué à Alejandro Angel dans Shakiru, le prix du meilleur film d'animation décroché par le Togolais Boris Kwabedano pour son film Mafiola, le 2e prix du meilleur directeur de photographie a lui été remporté par la cinéaste burkinabé Florence Bamba. The Star, le film du cinéaste Kevin Mavakala de la République démocratique du Congo a été sacré meilleur court-métrage et le prix du meilleur film documentaire est revenu à Lucas Silva. Le père du cinéma congolais, sinon le premier cinéaste congolais Sébastien Kamba, a obtenu un prix d'honneur en hommage à ses 57 ans de carrière dans le cinéma et de tout le travail qu'il a accompli dans le 7e art au Congo. Touché et ému par cette marque de reconnaissance à titre anthume, l'homme n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'égard des organisateurs du Kibdo Africa Festival, notamment à Wilfried Massamba, son directeur général. C'est une grande satisfaction quand les gens peuvent reconnaître la valeur de quelqu'un. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là qu'il faut apprécier M. Massamba Wilfried pour avoir pensé au premier cinéaste congolais pour sa 3e édition de ce festival. Wilfried Massamba, directeur général du festival Kibdo, a quant à lui été satisfait du bon déroulement de la 3e édition de ce festival à Pointe-Noire. Je suis satisfait parce que les médias, vous avez répondu présent, je vous ai vu sur les sites, je vous ai vu là, le public on l'a vu un peu sur les sites, malgré on aurait à voir qu'il y ait plus d'affluence, mais bon ce n'est qu'un début, ça va venir. Ici là, il y a du monde pour ce gala, ce n'est pas le public qui vient au cinéma chez nous là-bas, mais c'est le public qui a les moyens de payer les films, les productions, qui a moyen de mettre les moyens pour qu'on puisse produire des événements. Ça, ce qui est important. Parce qu'un festival, ça va avec les moyens. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de festival. Quel que soit l'événement d'ailleurs. C'est réussi. Ça, je peux le dire parce que les cinéastes congolais ont répondu présent et le public a répondu présent. Et je veux dire, le pays, mon pays, notre pays, a répondu présent aussi. Il nous a acceptés. On a eu les autorisations du maire, on a eu l'autorisation de la préfecture, on a eu l'autorisation de tout le monde pour faire que ce festival soit, que cet événement soit. Donc je peux dire que le festival est réussi. Débuté le 14 septembre, le Kibdo Africa Film Festival a officiellement baissé ses rideaux le 18 septembre 2021, au lendemain de la soirée de gala, par une projection d'une palette de films, dont ceux réalisés avec les enfants de l'atelier du théâtre à la carte au centre culturel Tati-Lutar. Après la culture, parlons donc de l'aménagement de la capitale économique. Les rues Fukumbumba, Mwenzenze et Mwebukeni, dans le 2e arrondissement Mvumvu, sont en train de se métamorphoser par la pose des pavés. C'est la rue Fukumbumba qui va d'ici quelques jours
annoncer ce à quoi devrait ressembler le quartier Mvumvu dans les jours à venir. Le premier module de la pose des pavés a commencé par cette rue. Notre reporter Prince Azuka s'est rendu sur les lieux pour vivre l'avancement de ces travaux. Suivez. Lancé il y a quelques mois, l'aménagement et pavage des parkings, trottoirs et des rues Joseph Nzenze, Fukumbumba et Moï Boukeni dans le 2e arrondissement Mvumvu s'accélère avant l'arrivée de Dame Pluie. Il est amorcé la pose des pavés de la rue Fukumbumba et cela à la grande satisfaction des populations de Mvumvu qui n'ont pas caché leur joie. Mais aussi avec des regrets comme ce citoyen qui se dit satisfait. Mais ils sont à pied d'œuvre, ces agents qui ont rassuré hors micro, terminé la pose de ces pavés avant l'arrivée des grandes pluies. Vivement la modernisation de nos quartiers pour redorer le blason de Ponton-Label terni par notre propre incivisme. Car même ceux qui ont vu leur quartier être aménagé de la sorte n'en sont pas jaloux au point d'en prendre soin. Dommage. En société, la saison pluvieuse qui a déjà annoncé ses signes avant-coureurs préoccupe déjà certains habitants vivant dans les quartiers dits précaires, en proie à des inondations. Ils se préparent toutefois avec les moyens du bord pour amoindrir les dégâts auxquels ils savent être victimes lorsqu'il pleut. Pour se rendre compte de la situation, suivons ce reportage. Nous sommes ici aux abords de la rivière Paris-Sanga entre le 2e et le 3e arrondissement Mvumvu et Luanjili, où les habitants de cette rue, donnant justement sur ce cours d'eau, se préparent déjà en conséquence à l'arrivée des premières pluies diluviennes. En effet, confrontés aux inondations récurrentes, ces derniers érigent des digues de fortune et surélèvent le niveau du sol afin de pouvoir sortir de chez eux sans trop de soucis au moment des pluies, ce malgré l'inondation. Nous avons érigé cette fondation pour éviter d'être bloqués chez nous quand il va pleuvoir. Car durant la saison des pluies, le quartier s'inonde énormément. On s'est donc cotisé entre nous pour pouvoir mettre en place cette fondation. Quand il pleut, nous n'arrivons pas à sortir de chez nous, même ne fût-ce que pour aller acheter quelque chose de l'autre côté de la grande avenue. C'est impossible. Car l'eau arrive jusqu'au niveau des tôles que vous apercevez là-bas. Les autorités nous regardent de loin. Je ne sais même pas s'ils regardent vos journaux. Il faudrait qu'ils suivent vos journaux pour se rendre compte des difficultés et des souffrances des populations. Nous sommes Congolais après tout. Nous ne pouvons pas souffrir de la sorte. Dans notre propre pays, il faudrait quand même aménager cette avenue. C'est un calvaire qu'ils vivent depuis des années sans que les pouvoirs publics n'y jettent un regard social réparateur. Et face à cette situation qui va de mal en pis, certains n'ont trouvé mieux à faire que de lancer un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Là où on est ici, c'est vraiment la merde. Quand il pleut, il y a vraiment l'eau est partout, l'environnement est devenu sale, donc on a un problème. C'est pour cela que je demande au gouvernement de l'État congolais et au chef du quartier, le chef de bloc puisse voir certaines situations. De là où on est, s'ils puissent nous aider, on sera très ravis et contents. Ce cours d'eau que vous voyez est en crue lorsqu'il pleut et toutes les parcelles situées aux abords s'inondent au point que les enfants pourraient mourir par noyade. C'est pourquoi nous nous battons à construire ces digues en guise de préparation avant les pluies diluviennes. Le gouvernement ne parle pas, le maire non plus. Qu'ils viennent au moins voir ce qui se passe ici, car nous n'en pouvons plus. Plusieurs quartiers précaires de Pointe-Noire ont bénéficié ces dernières années du projet DURCAP. Cela soulagerait les habitants vivant aux abords de la rivière Paris-Sanga d'avoir à bénéficier de ce projet qui vise justement à apporter de la modernité dans les quartiers dits précaires. Parlons politique à présent. Tous les Congolais qui veulent briguer la magistrature suprême, se donnent une image, un modèle, une vision du Congo qu'ils entendent bâtir, et cela lors des campagnes présidentielles. Mais le Congo que le peuple congolais veut, notamment sa vision de développement, a été, l'on dira, tracée par les anciens à travers notre devise. Unité, travail, progrès. Le Congo que nous voulons, uni, travailleur et prospère, c'est l'objet de cet éditorial de Chiv Chivongo. Les politiques congolais de tous bords et de tous ordres rivalisent d'ardeur pour démontrer chacun la vision de développement qu'ils portent pour le Congo, notre cher et beau pays. Dans ces différentes visions
sont révélés des bons projets de société au travers des discours qui tiennent les foules en haleine lors des campagnes électorales présidentielles. En tout cas, personne n'a jamais eu pour projet de société la mort des Congolais, la pauvreté des familles ou l'aliénation des droits tous azimuts du peuple congolais. Tous disent venir construire le Congo, le pacifier, le démocratiser. Toutes ces visées présidentielles de nos politiciens véhiculent pourtant des riches intentions. Mais seulement voilà, la vision qui doit développer le Congo est prédéfinie, telle une orientation divine pour ceux qui croient au pouvoir providentiel. Elle est contenue dans notre devise, unité, travail, progrès. De sorte que le Congo que nous voulons ne peut se bâtir autrement qu'à travers d'abord l'unité de ses filles et fils, une unité sous-tendue par la fraternité, elle-même sous-tendue par l'amour, la solidarité, le patriotisme. Cette sorte de fondement sur lequel peut se poser le sens du travail, mais du travail bien fait, seul moyen ou mécanisme pour prétendre parvenir à un vrai développement intégral, en effet au progrès. Compris comme ça, l'on réalise donc qu'au fond, la vision de développement du Congo est toute tracée. C'est la seule vision de la mère patrie, lorsqu'on sait qu'on ne déplace pas la borne laissée par les anciens. Si l'on ne fait certainement pas sur la base de cette vision matrice, il n'y aura pas certainement d'oracle pour le Congo. Tous les petits projets de société qu'on peut concocter ou ambitionner ça et là pour le peuple congolais doivent prendre appui ou se fonder sur la vision mère, unité, travail, progrès. Il est temps qu'on cesse avec les projets politiciens qui font fi de cette devise. Des projets qui ne sont conçus que pour faire croire, pour attirer, nous voulons dire des projets démagogiques qui se révèlent n'être à la fin que des chimères. Des projets qui vous trouvent affamés, pauvres, chômeurs, malpropres, divisés, corrompus, tricheurs, malades, impayés, indisciplinés, assassinés, bref, des projets qui vous trouvent souffrant des biens des maux et qui vous laissent à la fin du quinquennat, si vous avez de la chance, avec les mêmes mots. Et si vous n'avez pas de la chance, ils vous multiplient les mots avant de partir. Hélas, le Congo que nous voulons doit simplement matérialiser notre devise, au point que l'unité ne soit plus une simple devise, mais une vie. Le travail de même et le progrès n'est que la conséquence des deux premiers piliers, c'est-à-dire l'unité et le travail. Trois piliers, imaginons le foyer traditionnel sur lequel l'on dispose une marmite sans souci, doivent être disposés par un patriote dans le pays pour que vive la marmite de développement qui donnera la nourriture au temps convenable à tous les fils et filles du Congo sans regarder son visage, demander son ethnie, son parti politique, son sexe, sa religion, le nom et fonction de son père ou de sa mère et surtout pas le contraindre à signer, semble-t-il, à une loge quelconque. Car on ne peut pas prétendre que le développement ait un rapport ou soit assujetti à une appartenance à une loge, arborer des talismans, vénérer les fétiches ou la sorcellerie. Le développement est simplement la conséquence d'un travail bien fait, s'il vous plaît, rendu dans la discipline en respectant les normes ou les process prédéfinis. Faire autrement, c'est justement tuer le développement, meurtrir un peuple déjà meurtri par toutes sortes de misères. Le Congo que nous voulons doit être la manifestation physique de sa devise. Le Congo que nous voulons doit simplement être uni, travailleur et prospère. L'information au-delà des frontières du Congo. Ce lundi, un tribunal de Kigali l'a reconnu coupable de terrorisme pour son association avec le Front de Libération Nationale, FLN, la branche armée du mouvement rwandais pour le changement démocratique, MRCD. Plus de détails dans ce reportage d'Africa News. La sentence est tombée, 25 ans de prison pour Paul Rusesabagina, l'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines. Ce lundi, un tribunal de Kigali l'a reconnu coupable de terrorisme pour son association avec le Front de Libération Nationale, la branche armée du mouvement rwandais pour le changement démocratique.
Un verdict sans surprise pour la fille de cet opposant de longue date du président Paul Kagame, alors que la Belgique, dont il est ressortissant, évoque un procès inéquitable. On n'est pas surpris par la décision des juges. Les juges ont décidé ce que le dictateur veut qu'ils décident. Et donc on s'attendait exactement à ça. Maintenant que le procès est terminé, on est content que cette pièce de théâtre est terminée. Donc c'est un chapitre qui se termine et ça nous permet maintenant de mettre plus de pression à d'autres endroits, de demander à la communauté internationale qui maintenant parle de sanctions, effectivement les invoquer sur le Rwanda. Rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina vivait en exil depuis 25 ans. Son arrestation en août 2020 avait suscité la controverse, sa famille soutenant qu'il avait été kidnappé à la descente d'un avion devant se rendre au Burundi. Mon père était détenu illégalement avant ce verdict. Il est détenu illégalement aujourd'hui et demain, après ce verdict, il sera encore détenu illégalement. Donc notre campagne continue. On n'est pas découragé par ce verdict, il ne signifie rien pour nous. Selon une des juges du tribunal de Kigali, la réduction de 25 ans de prison serait impossible en raison du boycott des audiences par l'accusé et sa défense depuis mars 2021. Toujours au-delà des frontières du Congo, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le président français Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation à l'égard des Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'Euronews. Emmanuel Macron demande pardon aux Harkis au nom de la France. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le président de la République a annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation à l'égard de ces Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. La future loi de reconnaissance des Harkis qui pourrait être présentée avant la fin de l'année était réclamée de longue date par les associations. Une commission devra dans un premier temps estimer les demandes de réparation des anciens combattants et de leurs enfants et petits-enfants qui vivent dans la précarité. Durant la guerre d'Algérie, qui opposa la France à des nationalistes algériens de 1954 à 1962, jusqu'à 200 000 Harkis avaient été recrutés comme auxiliaires de l'armée française. À la fin de la guerre, une partie d'entre eux, abandonnés par Paris, ont été victimes de représailles en Algérie. Des dizaines de milliers d'autres, souvent accompagnés de femmes et d'enfants, ont trouvé refuge en France, où ils ont été placés dans des camps de transit et de reclassement aux conditions de vie indignes. Quittons la France pour mettre le cap sur les États-Unis qui s'apprêtent à laisser entrer à partir de début novembre tous les voyageurs en provenance de l'étranger à condition qu'ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19. Les détails, une fois de plus, dans ce reportage de Euronews. Les voyageurs étrangers vont bientôt pouvoir fouler à nouveau le sol américain. Les États-Unis ont annoncé qu'ils laisseraient entrer à partir de début novembre tous les voyageurs à condition qu'ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19. Les passagers devront de plus se faire tester dans les 3 jours avant leur voyage vers les États-Unis et porter un masque. Washington lève ainsi des restrictions en vigueur depuis mars 2020 pour les ressortissants étrangers en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de la Chine et qui se sont par la suite appliquées à l'Inde ou au Brésil. Il n'est pas précisé pour l'instant quels vaccins seront reconnus par les États-Unis pour permettre l'entrée des voyageurs. Terminons ce journal avec cette dépêche qui concerne le sport. Les Diables Noirs en Coupe CAF et l'AS Otoyo en Ligue des Champions. Les deux clubs congolais se sont qualifiés pour le second tour des préliminaires des deux compétitions. Diables Noirs a battu Boumaruru du Soudan par 1-0 et l'AS Otoyo a battu Dosongo du Mozambique au tir au but. L'intégralité de ce reportage dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TPT+.